Eh bien, mes chers compatriotes, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir sur UPR TV et de présenter quelqu'un qui est un adhérent de notre mouvement, de l'UPR, mais qui n'est pas seulement un adhérent, c'est qu'il vient d'être nommé par le Bureau national responsable national à l'UPR des questions de francophonie. Il s'appelle Charles Durand, il habite sur la Côte d'Azur et donc je suis en duplex avec lui. Il n'est pas dans le studio de Paris, mais je voulais vous le présenter. On va faire un peu sa connaissance ensemble, et puis il va nous présenter un petit peu comment il entend mener à bien le poste que nous lui confions au sein de l'UPR sur ces questions qui ne sont souvent jamais abordées par les grands partis politiques. Ils parlent pratiquement jamais de ça, comme si c'était ringard, alors qu'en fait on touche à l'identité même de notre pays. Et ce sont des sujets absolument fondamentaux. Voilà. Donc Charles Durand, bonjour. Bonjour François Asselineau. Je vous présente. Je sais que vous êtes un jeune retraité. Vous travaillez, vous êtes maintenant sur la Côte d'Azur. Vous appartenez non seulement à l'UPR, mais également à d'autres associations comme l'Avenir de la langue française, animée par notamment l'ancien ambassadeur Albert Salon, que je salue au passage, qui est un ami. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui vous êtes, voilà, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie, qui vous a amené, vous avez une vie, j'ai vu, très très riche, qui vous a amené à vous intéresser de plus en plus aussi à ces questions de francophonie en particulier, et de façon plus générale aux questions de langue? Eh bien, tout d'abord, je dois préciser que je n'étais absolument pas prédestiné pour écrire et faire des conférences à ce sujet, puisque j'ai une formation essentiellement technico-scientifique. Je me suis retrouvé avec un diplôme d'ingénieur chimiste en 1972 et on était donc à l'époque dans le sillage des accords de coopération que De Gaulle avait conclus avec le Québec. Bon, De Gaulle a disparu en 1970, mais bon, ça a continué encore pendant quelques années. Et j'ai obtenu une bourse pour aller là-bas, donc à l'École polytechnique de Montréal, pour faire des études supérieures. Et de fil en aiguille, je suis resté 7 ans au Canada avant de rentrer en France durant 2 ans. Et après, je suis reparti aux États-Unis fin 81, où j'ai vécu 13 ans. Entre Où était-ce aux États-Unis? Alors, j'ai vécu dans 3 endroits différents. Tout d'abord à Pompano Beach, qui est au nord au nord de Fort Lauderdale, En Floride, donc. Quinzaine de kilomètres. Là, je suis resté 2 ans. Après, je suis resté 10 ans dans l'État de New York. Tout au nord de l'État de New York, je travaillais pour une université d'État, l'une des unités de l'université d'État de New York à Potsdam. Donc, comme le nom l'indique, ça avait dû être fondé par des Allemands. Et j'ai passé une année dans l'Ouest américain, donc dans l'État de Washington, tout près de Seattle, dans une petite ville qui s'appelait Ellensburg. Et là, je travaillais pour Central Washington University, qui avait un campus. Et ensuite, je veux dire, avant de terminer sur le séjour états-unien, j'ai fait 3 ans au Japon. J'avais droit à une année sabbatique après 7 ans. Et ensuite, j'ai rempilé en me mettant en disponibilité pendant 2 années supplémentaires. Donc là, j'étais à Tsukuba, c'est une ville qui avait été créée au nord-est de Tokyo, à environ 50 km, au milieu des Chanderies, où il y avait 2 universités et essentiellement des laboratoires de recherche privés et publics. Donc, je suis resté là donc, pendant 3 ans. Après, donc, j'ai réintégré mon poste aux États-Unis à Potsdam. Et en 96, il est arrivé, non, c'était en 95, il est arrivé un nouveau gouverneur républicain qui a décidé de diminuer de réduire les budgets de l'État de New York, puisque à l'époque, l'État de New York affichait 5 milliards de dollars de déficit.
et mon poste a été supprimé. Tout le département s'est dispersé dans la nature. Un département d'informatique, c'était juste avant la vague Internet, hein, parce qu'après, donc comment dirais-je, les inscriptions sont remontées. Moi, quand je suis arrivé dans cette université en 83, on avait 800 étudiants qui avaient déclaré l'informatique comme étant leur spécialité. Et quand j'en suis parti, on n'était plus qu'à 100. C'est la raison pour laquelle le département a été dissous. Et donc, je me suis retrouvé un an dans l'État de Washington avant de rentrer en France et d'intégrer l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, où je suis resté 6 ans. Donc, en fait, j'ai commencé à écrire sur le sujet de la francophonie et des langues quand j'étais au Japon. Au Japon, j'ai été en contact avec une culture tout à fait différente et on dit souvent que c'est au contact de l'altérité qu'on découvre son identité. Je crois que ça a été le cas avec moi. D'un autre côté, bon, l'attitude des Japonais était très bizarre parce que nous, quand nous sommes arrivés au Japon, nous avons essayé d'apprendre cette langue, nous avons pris des cours, etc. Mais nous nous sommes rendus compte assez vite que la connaissance du japonais ne nous aiderait pas forcément à fonctionner à part entière dans la société japonaise, car les Japonais considèrent que le japonais, que la langue japonaise est en quelque sorte leur secteur privé. D'ailleurs, il y a un film qui illustre bien ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est Stupeur et tremblement. Donc, c'était une attitude assez bizarre. On était considérés comme des Américains. Tous les gens voulaient pratiquer leur anglais avec nous, surtout dans la ville de Tsukuba, Gakuen Toshi. Bon, on était en contact avec des universitaires, avec des chercheurs et comment dirais-je, tout ce petit monde. On avait une vie sociale qui était très riche, mais en définitive, nous n'avions pas vraiment l'occasion de pratiquer notre japonais, alors que quand on est asiatique et quand on est immigrant au Japon, à ce moment-là, on ressent vraiment une pression pour maîtriser le japonais le plus rapidement possible. L'attitude des Japonais vis-à-vis des Occidentaux par rapport à l'attitude qu'ils ont vis-à-vis des autres Asiatiques est entièrement différente. Alors, je vous interromps parce que on a quelques points communs. Je sais que moi, j'ai fait, quand j'étais élève à l'École nationale d'administration à l'ENA, j'ai fait un stage estival pendant 2 mois à la Canadian Broadcasting Corporation à Toronto, donc dans l'Ontario, et que j'ai conclu ensuite pour aller me promener pendant 3 semaines au Québec. Et j'avoue que ce passage au Canada, un petit peu comme vous, c'est la première fois que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur les questions de lutte, d'influence terrible en fait, entre la langue française et la langue anglaise en Amérique du Nord. Et auparavant, j'avais vécu au Japon, j'y ai fait mon service national pendant 1 an et demi, et j'ai essayé comme vous d'apprendre la langue japonaise, et je suis assez d'accord avec vous sur le fait que les Japonais, en effet, n'ont pas exactement le même type de relation avec leur langue que nous avec la nôtre. Les Français adorent quand les gens essaient de parler le français. C'est une langue que je dirais un peu prosélyte. On aime bien essayer de diffuser la langue française. Enfin, on aimait bien. Mais je ne suis pas sûr que ça soit aussi vrai maintenant. Alors qu'on a l'impression que les Japonais, comme vous l'avez dit, ont plutôt tendance, une vision plutôt peut-être ethnique de leur langue et ne sont pas toujours très à l'aise quand un occidental, quand un gaijin commence à leur parler en japonais. Pour eux, c'est un code un peu différent de ce que c'est d'ordinaire. Et à la limite, ils préfèrent qu'on s'exprime soit en français, s'ils parlent eux-mêmes le français, soit en anglais. Donc on a vraiment une expérience qui était un peu comparable à vous et moi sur la question. Donc après, vous êtes revenu en France, en définitive ? Donc après, on est rentré aux États-Unis en 93 du Japon.
Et en 97, je suis revenu en France. Et là, j'habitais dans la région de Belfort. C'est ça. Et je travaillais pour l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, qui avait 2 campus, un campus sur Sévenant, un autre sur Belfort. Et là, je suis resté 6 ans. Après ces 6 années, j'ai accepté un poste au Vietnam de directeur de l'Institut de la francophonie pour l'informatique de Hanoï. C'était un petit institut, on avait une centaine d'étudiants, uniquement au niveau des études supérieures, et j'ai dirigé cet institut pendant un peu plus de 2 ans, avant de rentrer en France définitivement. Donc vous avez une large carrière d'universitaire et quand même tourné vers ces deux pôles, l'informatique d'une part et la francophonie. Je crois savoir que vous avez écrit des ouvrages. Vous en avez même écrit 8, si je suis bien informé. Tout à fait. Alors, bon, j'ai compté dans les 8, effectivement, les 3 tomes de La Nouvelle Guerre contre l'intelligence. J'ai publié donc ça en premier. Ça fait une vingtaine d'années que j'ai publié ces ouvrages. Le dernier en date de 2009. C'était une colonie ordinaire du XXIe siècle. J'ai également, dans le domaine des sciences et des techniques, j'ai publié ce petit ouvrage, cet opuscule aux éditions L'Harmattan, la mise en place des monopoles du savoir, qui décrit les effets délétères de l'usage de l'anglais dans le domaine de la publication française, de la publication scientifique française. Donc malheureusement, cet ouvrage n'a pas beaucoup été relayé par les instances de la francophonie institutionnelle. Disons que des organismes tels que l'OIF, tels que l'AUF, tels que la DGLF-LF, Délégation générale à la langue française et des langues de France, tout ça, et même l'Académie française n'ont absolument pas bougé pour améliorer la diffusion de mes ouvrages. Je me suis fait connaître dans les milieux étroits des associations de défense de la langue française, comme Avenir de la langue française, comme il y en a toute une kyrielle d'ailleurs, hein, j'en avais dénombré à une époque une 60aine. Hein. Ah oui. Oui. Et les publications, mes articles également dans diverses revues ont été quand même repérés, quelquefois à l'autre bout du monde. J'ai reçu des invitations pour participer à des colloques en Corée du Sud, à Taïwan. Je ne m'y attendais absolument pas. Mais enfin, bon, il y a des gens qui lisent un peu partout sur la planète et qui sont sensibilisés au problème de l'altération des langues. Pourquoi un gars comme moi qui a une formation technico-scientifique, une formation d'ingénieur chimiste à la base, et puis après j'ai basculé vers l'informatique, pourquoi ai-je écrit ça? Ben, tout simplement parce qu'en 1995, j'étais abonné à une petite revue que la CCT publiait, c'était Agence de coopération culturelle et technique. Ils avaient un bulletin mensuel ou bimensuel qui m'envoyait par la poste. Et là-dedans, j'avais pris il y avait de la publicité, enfin un appel à candidature pour le grand concours international de la francophonie organisé par Charles Helou, un ancien président de la République libanaise. Et ma femme, à cette époque-là, ma première femme était libanaise. Elle me dit, bah, tiens, tu t'intéresses à ces questions, tu devrais participer. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? J'ai écrit un essai et à ma grande surprise, j'ai reçu un essai qui faisait une centaine de pages. Et à ma grande surprise, j'ai reçu le premier prix. Il y a eu 3 prix. Donc j'ai eu le premier prix. Albert Sahan-Long a eu le 2e prix et le 3e, c'était accordé à Jean-Claude Guédon, qui était un Français, mais qui travaillait à l'Université de Montréal. Si je n'avais pas… ça, c'était en 96. En 97, j'ai reçu un autre prix, cette fois-ci qui était administré par les Québécois.
Et en 98, j'ai reçu le Grand Prix de l'Académie de Marseille pour un autre essai sur le français scientifique. Donc c'est ça qui m'a encouragé à continuer dans le sens de mes publications, parce que sinon je n'aurais jamais eu assez confiance en moi pour prétendre à écrire des choses originales sur un sujet qui, au départ, bien entendu, que je ne connaissais pas. Il y a eu également un autre événement déclencheur. En 96, le monde diplomatique avec la CCT, justement, l'ancêtre donc de l'OIF, ils avaient organisé un colloque sur Internet, une sorte de forum électronique, en fait, sur la langue française. J'ai participé intensément à ces échanges, et ce qui m'a permis, en fonction des argumentations qu'on m'opposait, à affiner ma propre argumentation et à arriver à un discours parfaitement cohérent que j'ai par la suite couché dans mes livres. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Alors, je vous remercie de toutes ces précisions, dont nous sommes d'autant plus heureux de vous avoir comme responsable des questions de francophonie, que vous êtes quand même particulièrement compétent et expert pour avoir creusé ces sujets, y compris dans l'utilisation qui est faite de langues étrangères, et notamment évidemment de l'anglais, notamment en matière médicale, en matière scientifique, en matière d'ingénierie, dans tous les domaines. Donc à l'UPR, vous allez être chargé de ça avec un projet que vous allez nous exposer, c'est-à-dire, je crois, de nous faire une vidéo une fois par mois pour attirer l'attention des gens qui nous regardent sur des aspects comme ça, parfois peu connus ou méconnus, des questions concernant la langue française. Alors on en a parlé auparavant. Vous avez déjà, je crois, quelques idées de ces vidéos qui ne devront pas durer trop longtemps pour ne pas lasser les internautes, mais qui vont décortiquer un problème en particulier qui concerne non seulement d'ailleurs la langue française, mais toutes les grandes langues du monde qui se font phagocyter, avaler par la loi du tout anglais qui semble triompher provisoirement. Surtout les langues occidentales. Le japonais, comme vous le savez, il y a beaucoup d'anglicismes et de mots anglais non traduits en japonais. Il y a aussi beaucoup de mots français en japonais contemporain. C'est vrai, c'est vrai. Mais tous ces mots-là sont écrits en katakana. Tous les mots d'origine étrangère sont écrits en katakana, ce qui fait que n'importe qui, même un enfant, peut repérer dans un texte japonais immédiatement les mots d'origine étrangère qui pourraient, suivant la situation, être éliminés quasiment du jour au lendemain. Alors, avant de faire d'expliquer mon projet, par défense de la langue française, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on entend, de quoi s'agit-il? Alors, on défend un territoire, on se défend contre une agression physique, mais que signifie défendre une langue? On parle français en France, alors où est le problème? Justement, on peut commencer à en douter, étant donné que sur les territoires français, des sociétés exigent de leurs employés d'utiliser l'anglais, même lorsqu'aucune relation n'existe avec une quelconque entité étrangère. Quand quasiment plus aucune publication scientifique n'est rédigée en français, quand les demandes d'octroi de recherche doivent impérativement être rédigées en anglais. Maintenant, une grande partie des demandes d'octroi de recherche, comme vous le savez peut-être, passe par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, et qui exige des propositions en anglais, rédigées en anglais. Quand la communication avec les instances européennes se fait ou doit se faire en anglais, quand il est impossible de devenir maintenant ingénieur ou médecin si l'on ne passe pas un test d'anglais. J'ai un article, je l'ai imprimé, il est quelque part dans mon bureau. Ici, c'est sorti récemment, des gens qui ont été recalés à l'école de médecine, qui avaient de très bonnes notes en médecine, mais ils n'ont pas pu réussir le test d'anglais qui leur était demandé, et par conséquent, ils ne peuvent pas intégrer l'école de médecine. On est dans un tissu d'absurdité incroyable.
Alors, avec la prétendue pandémie que nous vivons, on a vu apparaître toute une nouvelle terminologie. Alors, on a entendu parler des clusters au lieu de foyers d'infection. On a entendu parler des essais randomisés alors qu'il s'agit de tests aléatoires. Le Covid lui-même est un acronyme anglais, ou la Covid. Et Alain Rey et Bernard Cerchiglini se félicitent de la créativité de la langue française, comment dirais-je, à propos de la pandémie, de la créativité linguistique qu'on a démontré, mais on marche sur la tête, on marche sur la tête. Je vais vous citer une anecdote. Comme je vous l'ai dit, j'ai vécu à Belfort entre 97 et 2003. Et comme vous le savez aussi, Alstom avait des usines, a toujours des usines dans la région de Belfort. Mais maintenant, ils sont passés sous la houlette américaine. Bon, c'est autre chose. Toujours est-il que j'avais un voisin dans l'immeuble où je vivais qui travaillait pour Alstom. Et à cette époque-là, il m'avait parlé d'une grosse commande de turbines à gaz par des Tunisiens, donc pour fonctionner bien entendu en Tunisie, et tous les manuels, toutes les instructions de montage, tout ça étaient rédigés en anglais. Et chose complètement absurde, les Tunisiens avaient dû faire traduire tous les manuels d'utilisation, les faire retraduire en français, car la traduction, je veux dire la version française n'était pas fournie par Alstom. Alors, que peuvent penser, je veux dire, les Maghrébins, les Tunisiens en particulier, quand ils se trouvent face à face, je veux dire, quand ils se trouvent face à ce genre de situation? On a affaire en fait à ce que l'on constate sur les questions de la langue, c'est ce que l'on constate dans de très très nombreux domaines. Il consiste à avoir, on a l'impression que Macron, et c'était vrai d'ailleurs de ses prédécesseurs, que Macron a une espèce de gestion extinctive de la France, et on a l'impression qu'il s'agit de brader tout le patrimoine, y compris notre langue à laquelle on ne porte pas l'intérêt que portent d'autres peuples francophones. Je me rappelle qu'au moment de la loi Fioraso, nous, on avait pris donc cette loi qui a été une loi félonne qui, en 2013, a consisté à autoriser qu'en France, on fasse des cours en entier en langue anglaise. Moi, je ne suis pas contre le fait d'apprendre une langue étrangère, notamment l'anglais, bien entendu. Mais avoir des cours, comme c'est le cas, par exemple, à Sciences Po Paris ou dans des écoles de commerce, où tous les cours dans tous les domaines sont entièrement, exclusivement et obligatoirement en anglais, ça n'est plus apprendre une langue, ça c'est se laisser coloniser. Et je me rappelle avoir fait une émission, c'était sur Canal 23 avec Christophe Ondelatte, qui avait fait venir un certain nombre d'intervenants, notamment, je me rappelle, le président de l'université de Toulouse 3 qui trouvait ce projet de loi Fioraso très très bien. Il y avait également un journaliste du Monde qui n'avait rien à redire. Et moi, je m'y étais opposé. La seule personne qui était venue pour aller dans mon sens et avec une fermeté, une vivacité assez extraordinaire, c'était cette romancière camerounaise, Calixte Beyala, qui s'était adressée aux autres en disant « Vous êtes des traîtres à votre langue, des traîtres à votre propre identité ». Et c'est là qu'est le problème, c'est que on a l'impression que la scène politique française considère qu'une fois pour toutes, la langue française c'est une vieille lune et ça n'est pas chic, ça n'est pas à la mode. Alors, il y a quand même un grand sujet qu'il faut aborder là-dessus, c'est les liens entre une domination linguistique qui va de pair en fait avec la domination économique, la domination financière, la domination aussi en termes de maîtrise de l'imaginaire des gens et le flot constant, absolument constant, de séries américaines, de musique américaine, de films américains, de nourriture américaine, etc. L'alignement constant de nos positions en matière diplomatique, militaire, par l'intermédiaire de l'Union européenne sur les États-Unis d'Amérique, tout ceci participe de façon globale, en fait, à un alignement dont le précipité final, c'est effectivement la perte de notre langue. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision, Charles Durand ? Tout à fait. C'est une colonisation des esprits
Alors, colonisation, ça veut dire occupation. Et l'esprit de nos dirigeants, l'esprit de beaucoup de nos industriels, de beaucoup de nos universitaires est occupé véritablement par les schémas anglo-saxons, par la langue anglaise, par les repères, les idéologies, etc. Mes compatriotes sont complètement imbibés. Je voudrais revenir un instant sur cette affaire d'étudiants et de programmes. Il y avait aussi des calculs économiques. Donc, nous voulons attirer davantage d'étudiants étrangers qui ne connaissent pas forcément le français. Donc, nous allons offrir des cours et même des cursus complets en anglais pour pour les faciliter comment dirais-je, avoir davantage de nombre, parce que le commerce, effectivement, je veux dire, des programmes universitaires, des enseignements universitaires est énorme. Vous avez des flux étudiants très importants dans tous les pays dits développés du monde, hein, des flux d'étudiants étrangers. Alors, le calcul était, nous allons donc offrir des programmes en anglais pour faire venir davantage d'étudiants. Mais tout étudiant à la vue basse, je veux dire, sait pertinemment, consciemment ou inconsciemment, que la qualité de l'enseignement dépend de la qualité de la langue qui est utilisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un veut faire un cursus en anglais, eh bien, il va automatiquement chercher à être admis dans une grande université américaine, une grande université australienne ou bien une grande université anglaise. Si on lui offre un programme en anglais en France, eh bien, ça ne pourra être au mieux qu'un second choix. Et par conséquent, de quoi on hérite? Eh bien, on hérite tout simplement des gens qui ont été refusés, qui n'ont pas été admis dans les universités anglaises, américaines ou australiennes. C'est aussi simple que ça. À la limite, on hérite aussi des bras cassés. Hein. Alors, c'est tout à fait contraire à nos intérêts. Je suis tout à fait d'accord avec vous, absolument d'accord. Et aussi sur la colonisation des esprits. Moi, j'en prendrais des exemples très très contemporains. On voit par exemple sur les affaires, alors il n'est question que de ça dans l'actualité, de la woke culture ou de la cancelisation de l'histoire. On voit que s'impose en France maintenant une relecture de l'histoire qui, au vu de l'histoire américaine, mais l'histoire de France n'a strictement aucun rapport avec l'histoire américaine. Hein, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, notamment sur le débat concernant Napoléon et l'esclavage. J'ai rappelé que Napoléon n'a jamais eu d'esclaves, n'a jamais possédé d'esclaves, alors que George Washington, qui est toujours célébré en grande pompe aux États-Unis, quand il est mort, il avait 300 esclaves noirs à sa disposition. Mais néanmoins, on importe ainsi des débats états-uniens que l'on importe en France, et par l'intermédiaire justement de mots qui s'imposent comme ça. Alors, dans le pire des cas, c'est en anglais, mais il y a aussi une autre façon. Alors là, j'ai quelque chose que je trouve tout à fait frappante aussi, c'est que je vois de plus en plus de responsables politiques, etc. Il y a un ou deux ou trois mots récents qui ont fait leur apparition en français dans le vocabulaire. Je pense par exemple au mot glaçant. Glaçant. Je vois que Mme Audrey Pulvar a trouvé glaçante une vidéo. Je vois que M. Mélenchon a trouvé glaçant. Mais glaçant, c'est une invention d'origine américaine. C'est le mot chilling. Et en anglais, effectivement, aux États-Unis, on trouve qu'une vidéo is very chilling. Mais en français, la bonne traduction, c'est pas glaçant, c'est effrayant, c'est terrorisant, ça existe. Et donc, on a en fait une espèce de colonisation des esprits qui vient aussi dans les modes, même lorsqu'elles sont traduite. Dans le même genre, il y a inspiring, ça veut dire inspirant. Je voyais l'autre jour, c'était il y a un mois, c'était Madame Pécresse qui disait qu'elle avait vu, je ne sais pas qui avait un parcours inspirant. Et ça, c'est vraiment la colonisation stricto sensu. Alors, il est assez extraordinaire de voir que des mouvements comme la woke culture ou la cancelisation prétendent justement être des mouvements décoloniaux, décolonisateurs, mais en réalité, c'est une décolonisation qui se fait par la colonisation mentale venue d'outre-Atlantique. Comment vous êtes d'accord aussi avec ça, Charles Durand?
Complètement. Je veux dire, le problème des anglicismes, alors pour la majorité des gens, un anglicisme, c'est un mot anglais non traduit. Non, c'est-à-dire il peut y avoir des mots anglais non traduits et il peut y avoir également des calques, c'est-à-dire une traduction mot à mot de l'anglais, comme par exemple, bon, c'est ma tasse de thé, glaçant, que vous avez cité, enfin il y en a plein d'autres. Euh, ça, je veux dire, ça n'est pas conforme à notre mode de pensée d'origine, à notre comment dirais-je, à notre culture. Alors, écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour d'un premier tour d'horizon. Moi, je me réjouis donc des fonctions que vous allez prendre. Vous ferez donc une petite vidéo comme ça, je sais pas, une fois par mois, qui attirera notre attention, hein, sur les questions de francophonie. Je crois qu'en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que c'est un combat qui est un combat global. Il faut, je pense, cesser de regarder le combat pour la francophonie comme une espèce de combat d'universitaires ou de professeurs un peu grognons, retraités, qui vivent dans le monde d'avant. Non, non. Il y a une logique de domination mentale, économique, financière, coloniale, en fait, entre tout ça. Et par exemple, sortir de l'Union européenne, comme nous le souhaitons, retrouver notre monnaie nationale, ne plus dépendre de l'OTAN, tout ça, c'est logique avec le fait de récupérer notre langue. Ça va de pair. De la même façon qu'il va de pair que le français disparaît au fur et à mesure, puisque nous avons la même diplomatie imposée par les États-Unis, que nous avons les mêmes réflexes. Il suffit de voir comment les pays de l'Union européenne se comportent vis-à-vis de Washington, comme naguère les pays de l'Est vis-à-vis de Moscou. C'était les pays satellites, mais là c'est la même chose. Nous avons été complètement satellisés. Et d'ailleurs, dans les pays satellites d'Europe de l'Est, du temps de l'Union soviétique, on apprenait le russe. Et maintenant, ils se mettent tous à apprendre l'américain. Donc c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, comprendre que c'est un combat au bout duquel, ce n'est pas un combat ringard, hein, c'est un combat au bout duquel ce dont il est question finalement, c'est notre liberté et c'est notre identité propre, l'identité française. Et alors, il y a beaucoup de journalistes qui pensent que l'anglais s'est imposé un peu par ses propres qualités, par sa grande diffusion, etc., alors que c'est faux. L'évolution actuellement de la langue française est pilotée véritablement de l'extérieur. Et il y a des journalistes, comme il y a une de vos suiveuses et également, enfin une de vos adeptes, Diana Johnstone. Je l'ai questionnée à ce sujet. Elle n'est pas au courant d'une action quelconque des États-Unis pour imposer l'anglais là où il n'existe pas. Elle n'est pas au courant. Or, il suffit de regarder un tout petit peu ce qui se passe pour constater que c'est un des objectifs principaux des États-Unis. Comme vous le savez, en 2014, il y a eu le coup d'État du Maïdan qui a été soutenu amplement par les États-Unis. Et l'une des premières choses que le nouveau gouvernement soutenu par Washington a fait, c'est d'abolir le statut officiel du russe. Dans un pays où 100% de la population est bilingue et où 50% a le russe comme langue maternelle. Donc, Absolument. on voit très bien que c'est une action prioritaire pour les États-Unis, détacher l'Ukraine de la Russie par le biais de la langue, par le biais de la suppression du statut officiel de la langue russe. Voilà, ça fait partie du soft power. Il faut voir peut-être en conclusion, mais vous aurez l'occasion de revenir sur tous ces sujets dans les mois qui viennent avec nos auditeurs. Il y a pas mal d'anecdotes là-dessus. Voilà, il faut par exemple rappeler que d'autres pays essaient de développer leur langue. Par exemple, la Chine a développé les instituts Confucius à travers le monde pour développer la langue chinoise. Je note aussi, je crois que c'est en Inde où il est désormais facultatif de parler l'anglais dans les plus grandes universités, de même qu'en Chine. C'est-à-dire qu'il y a une volonté en Inde de revenir ou de développer l'hindi comme langue nationale,
au détriment de la langue du colonisateur britannique. Et en Chine, il y a maintenant, dans, je crois, les plus grandes universités comme Beidai, comme Tsinghua, Pékin, de rendre la langue anglaise désormais facultative. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le monde, l'histoire n'est pas arrêtée, l'histoire se poursuit. Il y a par exemple en ce moment aux États-Unis d'Amérique une montée constante en puissance de la langue espagnole. Il y a d'ailleurs des États maintenant qui sont des États bilingues, comme je crois la Californie, le Michigan, l'Arizona, etc. Tellement il y a d'hispaniques. Et donc on voit que ce combat pour les langues, en fait, la messe n'est pas dite, hein, ça n'est pas terminé. Il y a actuellement une lingua franca, comme on disait au Moyen-Âge, qui était le latin. Maintenant, c'est le globish, c'est un sous-anglais qu'on appelle le globish dans le monde occidental. Mais ceci bouge beaucoup. Et dans des pays d'Asie qui sont en plein essor, eh bien, la prédominance de tout anglais est en train d'être combattue. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous contents de vous avoir avec nous, Charles Durand, d'attirer l'attention de nos adhérents. Et puis, on aura l'occasion certainement de lancer quelques initiatives pour combattre l'anglicisation généralisée de notre pays et défendre la langue française, qui est quand même la langue de notre identité nationale. Merci beaucoup, Charles, et à très bientôt. Merci de cet entretien.